Pistonné, le Mac du mercredi, un rendez-vous à ne pas manquer, sous aucun prétexte en tout cas. Et aujourd'hui, le mot d'ordre sera la course au développement. Vous en entendez sans doute beaucoup parler depuis le début de cette saison. On va tout vous expliquer, essayer de tout décrypter avec la présence notamment à distance de notre ami le F1 Whisperer, ingénieur aérodynamicien et contributeur bien sûr du blog pas Automoto, la chaîne, n'importe quoi, de Jean-Louis Moncet tout simplement. Voilà, hébergé par Autoplus. Ça y est, j'y arrive. Les 3 rendez-vous habituels des pistonnés, le week-end sur Winamax et puis le lundi et le mercredi sur First Team Sport, on peut le dire, la plus belle des chaînes. Et d'ailleurs, je vous conseille de vous abonner les amis parce qu'on approche des 100 000 abonnés sur First Team Sport et j'avoue qu'on aimerait bien soulever un petit trophée comme ça avec Polo, avec Joseph, avec tous les gars, Tom, Erwan, Tom Charavino aussi également. Donc on compte sur vous, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, ça pourrait absolument tout changer dans nos vies. Non, je rigole, mais en tout cas, ça ferait plaisir à toute la famille. Monsieur Hamza Ramani, Monsieur Brice Germain, toujours réunis autour de ce plateau, toujours un bonheur de vous retrouver. Ça va toujours, les gars? Toujours très bien, oui. Très bien, toujours très bien, impeccable. Eh bien écoutez, on va pas perdre de temps, on regarde le sommaire de ce qui nous attend justement dans ce mag. Ça va aller vite, ça va aller fort et on va parler Formule 1. Vous allez le voir avec ce débat, Mercedes est-elle éternelle? Pourquoi Mercedes a connu le pire début de l'ère hybride? Quelle a été la stratégie mise en place pour essayer de revenir justement au premier plan? On va tout vous expliquer et puis on se posera la question finale. 2022 est-elle une année de transition pour Mercedes ou peut-on assister au retour au sommet de l'écurie allemande dès cette saison? Le F1 Whisperer viendra justement enrichir de ses connaissances et de son suivi sur Mercedes ce débat. Il viendra enrichir aussi également le décryptage parce qu'on en a beaucoup parlé dans le débrief de la course, mais il y a eu beaucoup de nouveautés qui sont arrivées du côté de Barcelone et on fera le point justement toujours avec le F1 Whisperer avant de refermer comme d'habitude sur un joli quiz. Allez, tout de suite, le débat, on parle de Mercedes les amis. Mercedes a connu le pire début de saison depuis le début de l'ère hybride. C'était assez inattendu. On s'imaginait à la fin de 2021 retrouver un Mercedes beaucoup plus fort que jamais. J'ai vu d'ailleurs cette petite phrase, je fais une parenthèse, de Toto Wolff qui disait « Tout le monde aura une cible dans le dos à la fin de la dernière saison de Drive to Survive ». Vraisemblablement, la cible était plutôt dans leur dos. Mercedes englué dans ce no man's land, handicapé par le marsouinage, mise en difficulté par les pneus, trop traîné, un doute aussi également sur le moteur. J'ai mis un point d'interrogation parce que c'est une question qu'on s'est posée en début de saison et au final des Mercedes impuissantes devant Red Bull et Ferrari. Et puis ce concept sans ponton aussi également qui a posé beaucoup de questions, concept radicalement opposé à celui de Ferrari, des difficultés à débloquer le potentiel du concept, eux qui ont dû résoudre les problèmes plus que chercher de la performance, ce qui est en train de faire par exemple Red Bull et ce qui est en train de faire par exemple Ferrari. Et puis Barcelone quand même a apporté un lot de bonnes nouvelles du côté de chez Mercedes puisque Barcelone semble valider la confiance dans ce concept. Mais revenons au problème de base. Qu'est-ce qui a causé tant de soucis à Mercedes? Le marsouinage, et ça vous est expliqué par le F1 Whisperer, comment Mercedes n'a pas pu voir venir le marsouinage. À Bahreïn, donc, la deuxième séance d'essai, ils ont apporté leur ponton qui était donc zéro sidepod, très réduit. Et comparé aux autres équipes vraiment à Bahreïn, ils se sont vraiment rendus compte qu'ils souffraient de beaucoup plus que les autres équipes du marsouinage, du phénomène de pompage. Ce qu'on peut se demander, c'est qu'en 2022, comment est-ce que c'est possible que des équipes, et surtout une équipe comme Mercedes qui est championne du monde, comment ils ont pu passer à côté de ce truc-là? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, le phénomène, il n'est pas forcément directement visible avec les courbes, avec toutes les données que tu as en soufflerie ou en CFD. Si à la base, et ce qui me semble être le cas d'Adrien Newey, à la base, tu te dis, ouais, moi dans les années 80, je me souviens, Adrien Newey, il a fait sa thèse sur l'effet de sol. Voilà, s'il était déjà passionné à l'époque et qui regardait et qui se disait, tiens, moi je me souviens dans les années 80, il y avait ce phénomène de pompage, donc on revient avec des F1 qui ont beaucoup plus d'effet de sol. Le phénomène, il peut se produire. Donc je garde ça dans un coin de ma tête. Et si je détecte un truc dans les courbes ou quand on mettra la voiture en piste, j'ai tout de suite, même si je ne peux pas le modéliser, parce que c'est très dur à modéliser mathématiquement ou à voir en soufflerie ou en CFD, je garde en tête des options tout de suite pour essayer de trouver une solution. Donc, quand tu mets la voiture en piste, ils ont tous eu pratiquement ce phénomène au premier roulage, au shakedown, pas forcément à Barcelone, mais dans leur shakedown privé. Et ben, ils se disent, ah voilà, ça, on ne pouvait pas forcément garantir à 100% que ça se produirait. Mais là, on voit que ça se produit, on va tenter des trucs. Maintenant, si tu es dans une équipe où
tu es vachement axé sur les calculs, les chiffres, etc. Et tu as peut-être évoqué le sujet, mais tu dis, bon, ben non, enfin, en regardant les chiffres, on voit rien qui... Et que tu mets de côté, bah, tu peux te faire piéger. Et apparemment, c'est ce qui est arrivé à Mercedes, qui a été beaucoup plus handicapé que les autres équipes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y ont pas pensé, mais ils n'avaient pas forcément une solution de secours ou ils n'ont pas donné l'importance qu'il fallait à ce phénomène. Les gars, après avoir écouté F1 Whisperer, comment vous analysez justement cette transition manquée entre 2021 et 2022 de la part de Mercedes, qui nous a pas habitués à ça, faut le dire. Ce qu'il dit est assez clair, effectivement. Enfin, en fait, on a trop basé les choses sur la soufflerie chez Mercedes et que les datas théoriques n'ont pas du tout été les datas pratiques qu'on a vues en course et qu'effectivement, plus tu anticipais certaines choses dans la création de ta monoplace cette année, plus tu avais des chances d'être devant. Je pense que Mercedes a dû se focaliser sur la performance de son concept et ne pas prendre conscience qu'il y avait des problèmes qui allaient arriver après. Parce que mine de rien, Mercedes c'est peut-être l'écurie qui a eu le plus de problèmes par rapport à son concept, mais elle est quand même troisième force. Oui, complètement. Donc quand tu régleras les problèmes qui sont liés à cette monoplace, peut-être que Mercedes, finalement, aura une voiture égale à celle de Ferrari et Red Bull. Donc, c'est peut-être une autre direction prise, un oubli, un manqué, parce qu'effectivement, F1 Whisperer le dit, dans les années 80, l'effet de sol, on voyait déjà ces effets de succion. Donc, c'est pas quelque chose qui était inconnu, mais quelque chose dont on n'attendait pas le retour. Et effectivement, s'il règle ça de manière pérenne, Mercedes peut revenir assez rapidement aux affaires. C'est pas un concept qui est manqué, c'est des problèmes à régler. Et les problèmes à régler, comme beaucoup d'équipes ont eu ce même problème. Donc au final, je suis pas sûr qu'on puisse parler de manquer chez Mercedes à partir du moment où tout le monde s'est manqué. Ça veut dire que tout le monde a la même stratégie dans la construction de la monoplace, dans le développement de la monoplace. Et ce qui est intéressant, je trouve, sur ces premières semaines, sur ces 5 premiers Grands Prix avant Barcelone et l'arrivée des premières vraies améliorations, c'est qu'il y a eu cette volonté, non pas forcément de performer, même s'ils ont performé à leur échelle, notamment avec George Russell, mais c'est qu'ils ont voulu essayer de comprendre leur voiture dans différents aspects, différentes directions, ce qui leur permet en fait de réduire l'éventail pour aller se rapprocher tranquillement de la possibilité du développement, de la bonne direction en fait, dans le développement que doit prendre Mercedes. Mais il ne développe pas. Pour le moment, il ne développe pas. Il règle les problèmes. Mais en réglant ces problèmes, tu réduis l'éventail et du coup, à un moment, tu vas aller vers une direction de développement. Et ce qui est important de signaler, c'est que j'entends souvent sacrifier 2022 pour 2023. Non. Pour construire 2023, tu dois performer, enfin, tu dois déjà avoir une base solide en 2022. On n'est pas sur 2021-2022 ou 2020-2022 où tu sacrifies complètement pour. Mais juste pour revenir, les gars, juste pour revenir sur ces problèmes de marsouinage. Le marsouinage, ça cause d'énormes problèmes. On l'a déjà expliqué dans cette émission. Il y a aussi dans la fenêtre, vous savez, les problèmes d'utilisation, de trouver la bonne fenêtre d'utilisation des pneus. Par exemple, le marsouinage a beaucoup et lourdement handicapé Mercedes, qui était obligé de changer ses réglages d'un côté pour limiter le marsouinage, qui déréglait, on va dire, le reste de cette voiture. Et le F1 Whisperer va nous en parler dans quelques instants. Mais quand même, quand on prend le constat de ce que nous disait justement le F1 Whisperer tout à l'heure, le fait qu'on n'ait pas vu venir le marsouinage, qu'on se soit concentré un petit peu trop sur les datas, est-ce que ça montre pas peut-être une certaine limite chez Mercedes? C'est-à-dire que oui, tu as ce pôle technologique absolument extraordinaire avec des chiffres dans tous les sens, des capacités d'analyse des datas absolument incroyables, mais que quelque part, est-ce que c'est pas la limite des jeunes ingénieurs? C'est-à-dire que Adrian Newey, comme le dit le F1 Whisperer, il a fait une thèse sur l'effet de sol. C'est-à-dire que lui, il l'a suivi dans les années 80, cet effet de sol. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des ingénieurs chez Mercedes qui ont cette expérience-là ou qui ont cet instinct-là? C'est moi, en tout cas, ce que je comprends entre les lignes de ce que nous dit notre ami. Et après, il y a trois pans sur lesquels j'ai envie de vous entendre. Est-ce qu'on peut pas quand même se demander s'il n'y a pas eu une petite usure après 8 titres constructeurs consécutifs? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que Mercedes n'a peut-être pas assez écouté ses pilotes, aussi également en début de saison, où on nous disait qu'en optimisant le concept, on gagnerait 1 seconde par tour, et où les pilotes disaient « Non mais là, il n'y a aucune corrélation entre ce qui se passe
en soufflerie et ce qui se passe bien évidemment en piste, et est-ce qu'ils ne sont pas aussi un peu victimes du cap budgétaire et de la fuite des compétences, parce que ça a été une transition, je pense, dont on n'a pas assez parlé aussi pour Mercedes, qui a été très difficile. Mais de toute façon, on savait que les grosses écuries allaient souffrir à un moment donné du fait de perdre des ingénieurs ou perdre du personnel, parce que effectivement, il y a le cap budgétaire. Après, je suis pas sûr qu'il y ait eu de la suffisance dans l'attitude de Mercedes de faire comme ils ont fait, parce que si on reprend l'expérience qu'ils ont depuis 2014, force est de constater que citez-moi une amélioration amenée par Mercedes qui n'a pas fonctionné. Depuis 2014, c'est rare. J'en ai pas une. À chaque fois qu'ils ont amené un truc, la performance a augmenté. Donc ça veut quand même dire, et c'est très facile de détailler a posteriori, que ce qu'ils ont à Brackley pour travailler est un outil performant. Les datas qu'ils ont en théorie, c'est performant. Donc on ne peut pas leur reprocher d'avoir eu confiance en la machine à gagner théorique qu'ils avaient à Brackley pour créer la voiture de 2022. C'est normal en fait qu'ils se soient dit ok, ça marche, donc on le met. Sauf que effectivement, il y a un paramètre qui n'était pas pris en compte, qui était justement ce marsouinage. Et il a fallu un Adrian Newey pour l'enlever entre guillemets. Et même Red Bull l'a subi. Adrian Newey a préparé des solutions en amont. Alors que c'est pas que Mercedes, personne d'autre n'a préparé de solution en amont. Certains en souffrent plus que d'autres, Mercedes en souffre beaucoup plus que les autres écuries, enfin on souffrait. Mais ce que je veux dire, il n'y en a qu'une d'écurie qui a préparé des solutions pour éviter ça. Donc, je ne sais pas si on doit vraiment jeter la pierre à Mercedes de s'être basé à 100% sur un outil qui a été une machine à gagner pendant des années. Je te rejoins dans le sens où quand tu gagnes autant d'années, c'est logique de suivre cette même philosophie. Sur l'aspect mental, sur l'aspect psychologique, l'aspect de suffisance, j'y crois pas non plus. D'autant plus que l'année dernière, tu as subi en fin de saison, tu as subi la perte du championnat du monde pilote, mais tout au long de la saison, tu as été quand même largement et plus que largement challengé par Red Bull. Donc dès début 2021, je pense qu'ils ont pris une petite gifle, et dès début 2021, ils ont su qu'il fallait cartonner, même si Jacques Villeneuve c'est, je trouve actuellement, parfois il se perd un petit peu, mais c'est l'un des rares faits, l'un des rares avis où je suis en accord avec lui, c'est qu'effectivement, beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de membres actuels du personnel Mercedes sont arrivés lorsque Mercedes était en train de gagner, et du coup n'ont pas connu Mercedes en difficulté, et Mercedes qui perd. Donc peut-être aussi que c'est une nouveauté pour ces personnes-là, et il va falloir très vite switcher. Mais honnêtement, j'ai jamais eu d'inquiétude, et j'en ai encore moins après Barcelone. Peut-être aussi, après c'est science-fiction encore une fois. Tiens, j'en prends tes termes. Qu'il y a du jus de cerveau qui a été indisponible à la création de 2022 et notamment à l'anticipation de ce genre de problème, parce qu'il était mis au service des dernières cartes à jouer pour jouer le titre l'année dernière. On rappelle qu'ils ont dépensé 0 jetons quand même, nos amis de Mercedes l'année dernière, les gars. Ce qui nous laissait penser à l'époque que justement, on était plus. C'est ça qui est marrant dans cette discussion, c'est qu'il y a 6 mois, on était plus à dire attention, est-ce que Mercedes va écraser 2022, est-ce que Red Bull n'a pas justement laissé trop de plumes dans 2021, et en fait, tu as le droit à la physionomie complètement inverse en début 2022. Ça qui est fou, quoi. Ne pas dépenser ne voulait pas dire ne pas réfléchir. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. Ils ont énormément optimiser le setup qu'ils avaient à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs la façon dont ils voient les choses cette année aussi. C'est là que Mercedes est une écurie différente des écuries qui sont en difficulté d'habitude. C'est que les écuries qui sont en difficulté d'habitude, on a tendance à les voir paniquer et à amener le plus vite possible des évolutions. Et c'est quand même très rare de voir une écurie aujourd'hui qui accepte son package et qui dit bon, les grands prix qui arrivent, peu importe le temps que ça va prendre, ce sera des essais, et on va faire en sorte de comprendre ce qui se passe. Alors que, quand tu prends par exemple As il y a quelques années, on tente ça, on tente ci, on tente ça pour revenir au concept de base. L'histoire du zéro ponton, je pense que pas mal d'équipes auraient abandonné cette idée après 2-3 courses.
La Mercedes, Alors, on insiste, et ça va peut-être... Aston Martin a déjà abordé son concept. Ouais, déjà, ouais. Mais il faut dire qu'il était vraiment raté. On écoute justement F1 Whisperer sur la stratégie mise en place, la méthode mise en place par Mercedes pour essayer de résoudre ce problème, pour arriver au résultat justement qui était celui de Barcelone. Le phénomène vraiment de martionnage, c'est un phénomène dynamique. C'est une interaction entre les forces aérodynamiques et la mécanique de la voiture. Dans une soufflerie, en fait, la maquette, elle est ultra rigide, elle est fixée par le haut. Et en fait, les suspensions, ils font pas le travail comme sur la route. Donc, et tu peux pas simuler les bosses, etc. Donc, en fait, c'est un phénomène qui est très difficile à voir dans un monde virtuel parce que tu as tous les problèmes dynamiques que tu n'as pas dans le monde virtuel. Et donc, voilà, maintenant, ils sont dans ce processus on l'a vu sur le Grand Prix d'Australie notamment, où Hamilton, il avait des capteurs de partout, il avait une masse plus importante sur sa voiture parce qu'ils ont mis des capteurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe en piste pour ensuite affiner leur modèle et, au fur et à mesure, éliminer les hypothèses. Donc, l'ingénieur, il peut émettre telle hypothèse, tiens, ça peut être dû, apparemment, voilà, donc, au fait que le soubassement devient flexible aux extrémités. Tu mesures, tu regardes si ça corrèle ou si ça ne corrèle pas avec ta théorie, et ensuite, tu élimines jusqu'à arriver à trouver la solution. Donc là, enfin, Mercedes, sur ce Grand Prix, le fond plat le soubassement qu'ils ont apporté, leur a permis vraiment d'éliminer le marsouinage en ligne droite. Il y a toujours un phénomène qui persiste légèrement dans les virages 3 et 9, mais ils étaient vraiment contents parce qu'ils ont vraiment trouvé le déclic sur le fait de pouvoir éliminer ce marsouinage de manière, enfin, éliminer peut-être pas à 100%, mais au moins de le maîtriser en ligne droite. Et ça, pour eux, c'est un énorme déclic de comprendre d'où ça vient. Ça leur a pas forcément permis de faire la pole ou d'être à un dixième ou un demi-dixième des Red Bull ou de Ferrari, mais d'un point de vue vraiment comprendre ce qui se passe, c'était vraiment un déclic pour eux. Je vais caricaturer les propos des F1 Whisperer, mais c'est là un enseignement, les gars, à tirer. On a l'impression qu'en fait, on a eu le 6e Grand Prix dimanche dernier à Barcelone. En fait, ce qu'on ne savait pas, c'est que Mercedes, même en ne disputant que des séances d'essai à la place des courses, quelque part au classement des constructeurs et pilotes, ils sont loin d'être ridicules. C'est quand même incroyable ce que vient de nous raconter F1 Whisperer. Optimisation, performance maximale par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Je suis désolé de remettre le couteau, mais Mercedes pourrait se retrouver dans la situation d'Alpine en termes de points. S'ils n'avaient pas optimisé tout ce qu'ils avaient. Non, aujourd'hui, ils ont 120 points et ils sont à 49 points de Ferrari. Ouais, avec une voiture qui est une seconde plus lente. On en parlera tout à l'heure, mais c'est incroyable. On en parlera tout à l'heure des objectifs et des ambitions, mais moi, très sincèrement, on en a parlé tout à l'heure, des différents réglages extrêmes qui leur permettent aujourd'hui de plus facilement de se diriger vers une direction. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que au-delà de la stratégie qui a été choisie, c'est que tu as un pilote, alors peut-être pas celui que l'on attend, mais tu as un pilote qui, mine de rien, est en train de répondre présent, George Russell, mais pas seulement présent dans la performance, je trouve, sinon dans cette... je sais pas, j'ai l'impression qu'il rapporte un état d'esprit différent, c'est une sorte de... fraîcheur, de ventoline tu vois, chez Mercedes, et que ça leur permet aussi d'être encore plus sereins que s'ils avaient gardé, par exemple, je donne un exemple, Hamilton-Bottas, qui eux avaient connu la victoire. Là, tu ramènes un pilote qui était chez Williams, c'est aussi l'avenir, ou c'est censé supposément être l'avenir de Mercedes. Je sais pas, je trouve qu'ils ont très peu de ratés en fait, Mercedes, sur ce début de saison. Il n'a pas connu la domination de George Russell. Il ne peut pas être dans la pente descendante moralement. Il ne peut pas, il est en ascension. Donc, il amène en fait cette fraîcheur-là et il est en train Hamilton est en train de la retrouver, parce que hier, il fait une course quand même absolument incroyable. Faut bien se dire qu'il reprend 13 secondes à Max Verstappen entre le moment où il sort des stands et le moment où il termine la course. Oui, et puis au-delà même de Verstappen, il lui reprend 13 secondes. Il était à 52 secondes de Russell, il termine, je crois, à 11... Non, il termine pas à 11 secondes, parce qu'il y a eu du coup ce problème de fuite d'eau en fin de course, mais je crois à 5-6 tours, il a 11 secondes de George Russell. Oui, donc il lui a repris quasiment 40 secondes. Je croyais, moi, que Russell allait mettre un tour à Hamilton au début, et d'ailleurs, et je me suis bien fait rembarrer par la réalité, parce que Hamilton nous a fait une course, mais spectaculaire. Donc, ils ont mangé leur pain noir, et au lieu de se précipiter comme tout le monde, eux, ils s'occupent pas des autres. C'est-à-dire que s'ils finissent 8-9, c'est pas bon, très bien, mais ils font... Jeddah. Mais oui. Jeddah. Et même, tu vois, la course,
horrible qu'il y a eu pour Hamilton à Imola, ils se parlent, bon, ça va aller mieux, on sait, c'est horrible, machin. Il y a une pénitence un petit peu, il y a ce côté, écoute, on n'est pas bien, on meurt de notre côté, entre guillemets, on est en train de se ressourcer, et ça travaille sereinement, point après point. Peu importe la réalité du calendrier, peu importe la réalité, entre guillemets, des échéances, des points à prendre, c'est une ère qui s'ouvre, c'est pas une année. Ouais, mais attends, est-ce que c'est pas un peu en trompe-l'œil? Parce que là, on l'a dit, Mercedes a fait 5 courses de séance d'essai, c'est-à-dire en mettant plein de capteurs sur la voiture, c'est ce que nous expliquait F1 Whisperer, en mettant plein de capteurs sur la voiture. Pour Hamilton aussi, et on l'avait vu, je crois que c'était à Jeddah, avec des réglages extrêmes pour essayer de comprendre encore un petit peu mieux comment fonctionne cette voiture. Admettons qu'à mi-saison, Mercedes ait retrouvé de la performance et que Mercedes puisse jouer les premiers rôles. Est-ce que cette belle entente Russell, Hamilton, ce côté un petit peu complémentaire qu'on peut retrouver depuis le début de la saison, ce vent de fraîcheur, cette ventoline, comme tu nous disais Hamza, est-ce que tout ça ne peut pas voler en éclats une fois qu'ils auront la voiture pour aller devant? Parce que là, pour le moment, il faut qu'ils travaillent tous les deux pour faire progresser cette voiture. Mais une fois qu'elle aura progressé, il y aura peut-être un changement de ton au sein de Mercedes. Ce sera intéressant à voir ça. Je pense que c'est une étape qui aujourd'hui n'est même pas prise en compte et on n'y pense même pas chez Mercedes. Je pense qu'ils seraient contents Tu penses qu'ils anticipent pas? Je pense qu'ils seraient contents de devoir y penser. Je pense qu'ils y ont pensé au moment de signer George Russell. Mais aujourd'hui, la situation fait que ce serait prétentieux de la part de Mercedes de se dire, ok, à la course 10, 14, 22, à ce moment-là, lorsque les deux joueront le titre, comment on fait? Non, il faut d'abord se concentrer. Je pense que c'est aujourd'hui la vision de Mercedes. Et d'ailleurs, sur Barcelone, moi j'ai un petit regret. Parce qu'Hamilton, c'était, je crois, le seul pilote à être parti en médium. Ouais. C'est de ne pas savoir ce qu'aurait donné cette stratégie en médium. Parce que là, tu aurais pu encore avoir des données supplémentaires sur la performance de Mercedes avec des pneus médiums dans le trafic. Voilà, alors il y a ce petit regret, mais j'ai l'impression, encore une fois, qu'ils parviennent, et c'est le discours que l'on tient depuis plusieurs années maintenant, c'est qu'il n'y a jamais de panique, il n'y a jamais d'inquiétude, et ils parviennent à maximiser tout ce qu'ils peuvent. Les amis, on va se poser la question fatidique maintenant. Est-ce que 2022 peut vraiment permettre à Mercedes de retrouver les sommets, ou est-ce que ce ne sera qu'une année de transition vers 2023? Hamza commence à nous donner un élément de réponse qui était très intéressant tout à l'heure. Je propose qu'on fasse un petit tour du côté du F1 Whisperer pour avoir son avis sur la question à quoi peut ressembler 2022. C'est qu'une équipe comme Mercedes qui a remporté autant de titres d'affilée et un pilote comme Hamilton qui est septuple champion du monde, ils peuvent pas se dire on va viser la 4e place ou on va viser la 5e place. Voilà, pour eux, c'est pas motivant. Donc, je pense que de toute façon, jusqu'à ce que ce soit mathématiquement pas possible, pour eux, la motivation, ça restera toujours le titre. Après, d'un point de vue rationnel, même si les chances paraissent faibles, mais néanmoins, en fait, je pense qu'ils ont bien fait de persister sur le concept qu'ils ont, parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivaient pas à comprendre d'où venait le problème. Donc, se dire on passe à un autre concept parce que de toute façon, cette année, on considère que c'est foutu. Mais en fait, tu as un truc fondamental que tu ne comprends pas. Donc, du coup, tu vas développer un autre concept, mais peut-être qu'en développement, tu vas retomber sur les mêmes problèmes que tu n'as pas voulu résoudre l'année d'avant. La grande question, c'est quel potentiel ils arriveront à débloquer avec la W13. Depuis 5 Grands Prix, les autres équipes, elles ont apporté des évolutions qui vraiment permettaient d'améliorer la performance. Mercedes, tout leur travail, c'était bon. Ils ont apporté un nouveau package à Miami avec les charges d'aileron adaptées, mais c'était pas vraiment orienté sur le concept global de la voiture. Et donc du coup, ils vont aussi pouvoir optimiser leur réglage, optimiser leur développement, et ça, faudra voir combien de temps ça leur permet de débloquer. Est-ce que ça leur permettra de débloquer suffisamment de performance pour batailler avec les Red Bull et avec les Ferrari ou pas? On le saura dans les prochaines courses, mais c'est pas impossible en tout cas qu'ils se rapprochent des deux équipes de tête. Pas impossible qu'ils se rapprochent de Ferrari et de Red Bull. Tableau s'il vous plaît pour vous poser la question fatidique qui viendra conclure ce débat. On a le bilan, la douloureuse, après 6 Grands Prix, 75 points de retard au championnat constructeur, 36 points de retard pour Russell sur Verstappen, 54 pour Hamilton. Avec les progrès de Barcelone, quelle est la suite? Est-ce que vous voyez un retour au premier plan dans les deux championnats? Est-ce qu'ils peuvent avoir aussi, ça serait intéressant, moi ça m'intéresserait en tout cas, un rôle d'arbitre dans le match Red Bull-Ferrari, ou est-ce qu'on est vraiment sur une saison de transition pour préparer 2023? Messieurs, qu'est-ce que vous voyez, vous, pour la suite? Déjà, la priorité, ça va être d'améliorer le rythme en qualification, parce que le rythme en course, ils l'ont. Si tu améliores le rythme en qualification, là, tu peux avoir des objectifs très, très importants.
Alors déjà, je vais séparer le constructeur et le pilote. Si on commence par le championnat du monde pilote. Aujourd'hui, George Russell, il a 36 points de retard sur Max Verstappen. C'est pas grand-chose. 30 points de retard sur Charles Leclerc. 36 points, concrètement, tu mets un 25-0, tu es dans la course au titre. Verstappen avait 36 points de retard il y a 2 courses. Il en a pris 52 en Après, tu me diras que Verstappen, il a aujourd'hui la voiture la meilleure, la deuxième meilleure voiture, ce qui n'est pas le cas de Russell. Donc les 36 points, s'il doit les rattraper, il les rattrapera de manière plus longue, je pense, sur le temps. Maintenant, George Russell, c'est le seul pilote à avoir marqué des points à chaque course, puisqu'il a eu la Top bombe 5 nucléaire. tout le temps. Et il fait top 5. Ouais. 5e place, et son pire résultat, il fait 2 top 5, 2 top 4 et 2 top 3. À un moment, Russell, sans avoir la meilleure voiture, il est pas si loin. Pour moi, Russell, aujourd'hui, il est le titre de championnat du monde, il est clairement jouable pour George Russell. D'autant plus qu'on va prendre quelques exemples. Sébastien Vettel en 2010. Vettel en 2010, il n'a jamais été leader du championnat du monde jusqu'à la ligne d'arrivée du dernier Grand Prix. J'irais pas. Sébastien Vettel en 2010, il a 31 points de retard sur Hamilton après Spa. Sébastien Vettel en 2010, il a 25 points de retard sur Alonso après la Corée du Sud. Après la Corée du Sud, il restait 2 courses. Il a rattrapé 25 points en 2 courses, Sébastien Vettel. Aujourd'hui, ce serait, je trouve, inconscient. Alors je sais qu'on est dans la culture de l'instant et qu'aujourd'hui, ça semble complètement improbable. Mais je le dis depuis le début de saison, hors de question d'exclure Mercedes, et je le dis encore plus aujourd'hui après Barcelone, George Russell, pour moi, il est inconcevable de ne pas le compter dans la course au titre, même si tu as un Max Verstappen et un Charles Leclerc qui, au-delà de la performance et indépendamment de la performance de leur voiture, eux semblent répondre présent et vont faire peut-être peu d'erreurs. En tout cas, c'est ce qui se dégage. D'autant plus si tu es une lutte à 3 en fait. D'autant plus si Mercedes retrouve de la perfo et arrive à se mêler avec la lutte avec Ferrari et Red Bull. C'est-à-dire que tu vas avoir une déperdition des points qui peut leur être favorable. En fait, le principal, juste je termine sur Russell, l'objectif, je pense aujourd'hui, c'est d'être dans la lutte. Comment tu es dans la lutte si tu es dans les 20-25 points? Si tu es dans les 20-25 points, je sais pas, d'ici la trêve par exemple, déjà psychologiquement, il y a un ressort qui va se débloquer chez toi et chez la concurrence. C'est comme dans un match de foot, quand tu rentres dans les 10 dernières minutes et que tu es à un but d'une élimination par exemple. Là, psychologiquement, tu commences à paniquer. Là, c'est pareil, avec l'effet inverse. Si tu entres à 5-10 Grands Prix de la fin dans la zone des 20-25 points, tout est jouable. Je rejoins ton constat sur le fait que Mercedes a toutes ses chances de revenir au premier plan. Par contre, je trouve qu'il y a un détail que tu omets, ou que tu omets peut-être pas d'ailleurs, parce que c'est peut-être Mercedes qui t'impressionne. Mais moi, je trouve que si Mercedes va revenir au premier plan, ça ne veut pas pour autant dire que Red Bull et Ferrari vont rien faire en attendant. Évidemment. Et que, pour moi, à l'heure actuelle, si les concepts ont tous les trois, on va dire, on va science-fiction encore une fois. Tu lui dois 2 €. Il m'en doit tellement. Tant de jus d'orange offert. Si les 3 concepts ont, on va dire, un potentiel égal, admettons. Ce qui n'est pas le cas. T'en sais rien. Aujourd'hui. T'en sais rien. C'est une question de réglage et de réglage des problèmes. Et au final, si les problèmes de Mercedes sont réglés, ceux de Red Bull sont réglés, ceux de Ferrari sont réglés, mais ça fait beaucoup de si. Avec des si, moi je refais le monde, il n'y a plus de la fin dans le monde. J'ai commencé avec admettons. Donc, que les concepts soient égaux. Science-fiction. Ah, ça fait chier. Il y a 3 mois d'avance de développement chez Red Bull et chez Ferrari. Parce que la W13, elle commence à être développée maintenant. Toto Wolff l'a dit hier soir. Elle va commencer à être développée maintenant. On est fin mai. Dès Bahreïn, Red Bull et Ferrari ont constaté des choses, même depuis Barcelone, depuis les essais, ont constaté des choses par rapport au concept de leur voiture qui fonctionnait. Donc, maintenant, il faut revenir au premier plan et ensuite, il y a 3 mois de retard à rattraper. Mais tu omets quelque chose du coup. Il n'a pas aimé, hein? Absolument pas. Non, mais ce que tu omets du coup, c'est que la marge de progression de Mercedes, elle est beaucoup plus élevée du coup que Red Bull et Ferrari, et que Mercedes, la vitesse de développement, on l'a vu ces dernières années, alors là, il y a le budget capé, mais ils sont capables de revenir très très vite dans la course. Et le budget est le même. Donc du coup, il va falloir aussi bien jauger ça et voir si ces 3 mois de retard, ils sont rattrapables. Et ça, c'est pas sûr du tout. Même un concept équivalent, en fait. Mais t'es pas obligé d'avoir la meilleure voiture pour lutter pour le titre mondial. Fernando Alonso 2012, je sais qu'il y en a qui ne le pensent pas, mais moi, je reste encore sur cette vision. Fernando Alonso, la Ferrari en 2012, c'est loin d'être la meilleure voiture. Clairement, ouais. Et au final, dans mon monde parallèle à moi, il est champion du monde, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais il loupe le titre, je crois, c'était quoi, 3-4 points en 2012.
Donc t'as pas besoin d'avoir la meilleure voiture pour être champion du monde. C'est pour ça pourquoi je pense que George Russell, il peut aller chercher le titre pilote. Après, le titre constructeur, c'est autre chose, parce que là, tu as besoin de 2 pilotes performants. Et là, il va falloir aussi que Lewis Hamilton, je me fais pas de soucis sur son niveau, mais... Après, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, les saisons où on a vu des pilotes qui n'avaient pas la meilleure voiture jouer le titre étaient des saisons où les belligérants au titre étaient nombreux. On l'a vu en 2010, 2012, 2013, même si ça s'est effrité après. 2013, je crois qu'il y a 5 vainqueurs en 5 courses. 6 ou 7, ouais, peut-être. Ouais, c'était Ouais, fou. c'était assez incroyable quand même. Donc effectivement, là, une des Mercedes, parce que moi, j'ai pas envie d'exclure Hamilton, parce que Hamilton, ça reste Hamilton en Même s'il part de beaucoup plus loin. Bah, il a que... C'est 54 points, hein, c'est beaucoup. Il a 30 points de retard sur Russell déjà. Oui, mais je suis d'accord avec toi, il est hors de question d'exclure, mais il part de plus loin. On s'inventait un suspense bidon quand Bottas avait 75 points de retard sur Hamilton. On peut s'en inventer un avec Hamilton qui a 54 points sur Verstappen. Et puis on a vu Hamilton. Et c'est Hamilton, on a vu Hamilton face à Vettel partir avec des lourds handicaps et faire des différences incroyables. C'est vrai que tout ça est questionné quand même à la performance de la voiture. Forcément. Bah quand même. Et oui. Et quand tu vois que il l'optimise si bien, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin qu'elle soit archi dominante. Pour voir Russell gagner des courses, voir Hamilton gagner des courses. Ils n'ont pas besoin de ça, hein, Mercedes. Ils ont besoin juste d'être là au bon moment, au bon endroit, et d'avoir la bonne stratégie. S'ils réunissent tout, encore une fois, c'est le problème des écuries qui ont besoin de marquer des points parce qu'elles n'ont pas la voiture dominante. S'ils réunissent tout, et eux, ils savent mieux le faire que les autres, ils peuvent effectivement se mêler à la lutte. Et puis, il reste 16 courses. Hein. C'est énorme. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. 16 courses, là, on a passé. C'est une saison, en fait. Oui, il reste une saison, en fait. De l'époque. Oui, mais de début 2000, quoi. 2022 se compare à 2009 en termes d'années par rapport au renouveau des voitures. Red Bull est devenu supérieur à Braun à la mi-saison. Mais ça n'a pas suffi. Oui, mais à l'époque, t'avais que Braun. Il n'y avait que Braun. Et Braun ne développait pas énormément son concept parce qu'ils étaient aussi également limités en termes de moyens financiers. Donc presque aujourd'hui, Ferrari et Red Bull devraient s'entraider pour exclure Mercedes. Parce qu'au final, l'ogre, c'est pas Red Bull, c'est pas Ferrari. Hein. L'ogre, il est juste malade et ça s'appelle Mercedes. Non, mais pour répondre clairement à ta question, en fait, pour moi, Mercedes, sur cette année 2022, il est hors de question de considérer 2022 comme une année de transition pour 2023. Il est hors de question de considérer Mercedes comme jouant le rôle d'arbitre. Je sais que tu aimes beaucoup les arbitres. Il est hors de question, pour moi, que Mercedes soit considéré comme le rôle d'arbitre entre Red Bull et Ferrari. Moi, je pense sincèrement, mais je le dis depuis le début de saison, ça va prendre... Ils seront à la lutte à la fin de la saison. À la fin de la saison, je ne sais pas s'ils seront, mais tu peux... Inconcevable de les écarter dès aujourd'hui de la lutte pour le titre pilote, mais même constructeur. Ils ont eu 70, 75 ou 80 points de retard. 16 courses, 75 points sur le championnat du monde constructeur. C'est deux doublés. Hein. Ça peut aller vite. Et puis tu as les courses sprint aujourd'hui, on l'a vu avec Verstappen, qui peuvent se permettre de brasser un petit peu plus large. Rien à rajouter, messieurs. Et puis il n'y a pas eu encore de clash, de crash Verstappen-Leclerc. C'est vrai, t'as raison. Verstappen, il finit les courses, il les gagne. Sinon, c'est des problèmes mécaniques. Mais on n'a pas encore eu de vraies batailles entre Charles Leclerc et Max Verstappen, de batailles qui éventuellement tournent mal. C'est les épiphénomènes. De la même manière que le Hamilton-Verstappen l'année dernière a eu quelques moments de... Oui, sur une saison à 23 courses, c'est les épiphénomènes. Il y a eu 2 crashs qui ont mené à des abandons. Oui, mais bon, attends, c'est 50 points. Hein. 50 points en 2 courses, 50 points championnat du monde pilote, ça fait beaucoup. Bah là, mais sur 23 courses, c'est les épiphénomènes. Là 50 points, Hamilton, il revient à 4 points de Verstappen. Science-fiction encore une fois, mais oui, en effet, ça peut avoir son effet. N'hésitez pas. Une fois, je sais que ça peut sembler fou, parce le discours, et moi, je peux concevoir que les gens disent donc, qu'est-ce qu'ils racontent cela Encore une fois, la culture de l'instant, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, Mercedes a tant de points de retard, c'est pas possible. Sur du long terme, à l'échelle d'une saison, c'est clairement faisable. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve un peu catégorique l'idée de dire qu'ils joueront le titre. Moi, c'est pas ce que je dis. Qu'ils joueront les victoires. C'est pas ce que je dis. Je dis pas qu'ils joueront le titre, je dis que tu ne peux pas les exclure. Ah non, ça c'est sûr. Et que si demain, George Russell, au mois de novembre, est dans la lutte avec Verstappen et Leclerc, je serais pas surpris. Ah mais moi non plus. Je te dis. Mais de toute façon, les exclure, c'est se mettre des œillères autour des yeux, parce que ça veut dire exclure juste une écurie qui a absolument outrageusement dominé son sport pendant 8 ans. Et ils l'ont pas fait parce qu'ils ont réussi un concept et qu'ils savent faire que ça. Ça reste quand même une écurie extrêmement talentueuse dans le sport automobile. Je veux dire, à chaque fois qu'ils ont été en sport automobile, ils ont été absents 60 ans. Avant, ils gagnaient. Après, ils ont gagné. Donc, à un moment donné, il faut quand même respecter d'où ils viennent. Pas parce qu'ils sont là que depuis 2010 en F1 qu'on doit dire qu'ils ont réussi un concept. Non, c'est une écurie qui a toujours été dans la très haute performance
dans le sport automobile. Et en l'occurrence, il ne faut pas se dire que parce que 2022 est une transition, les 6 premiers mois sont représentatifs de ce que va être Mercedes. 75 points de retard après 5 Grands Prix. C'est vrai que le bilan comptable, il est fou. Et un 6e Grand Prix où tu commences à avoir un peu d'espoir. Et ils n'ont pas 150 points de retard. Ils n'ont pas 200 points de retard. Ils en ont 60. Je parle du championnat du monde 75 avec 1 seconde de déficit. Ouais, complètement. C'est quand même assez incroyable. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce large sujet, large débat autour de Mercedes. Qu'est-ce que vous voyez pour la saison de Mercedes ? Est-ce que vous voyez justement Mercedes revenir au premier plan, se mêler à la lutte, avoir un rôle d'arbitre ou tout simplement essayer de régler les problèmes pour préparer au mieux la suite ? On attend vos commentaires, on en discutera avec vous. On reste avec le F1 Whisperer et tout de suite, on passe au décryptage. Le décryptage avec le F1 Whisperer, on vous l'a dit, on vous l'a répété depuis le début de cette saison, on a parfois été un petit peu pisse-froid parce que on attendait le retour de la F1 en Europe, on attendait surtout le retour de la F1 à Barcelone, piste d'essai, pour constater les nouveautés, les mises à jour, les nouvelles pièces et les effets bien sûr de toutes ces nouvelles choses. On en a parlé justement avec le F1 Whisperer qui nous a fait une revue d'effectifs de ceux qui ont progressé, ceux qui perdent peut-être un petit peu de temps, ceux pour qui le concept est sain. Vous allez tout comprendre des nouveautés aérodynamiques posées et testées sur les différentes voitures. C'est un document absolument passionnant. Alors effectivement, en fait, Red Bull a apporté des évolutions, on va dire, un petit peu plus tôt. Et ça inquiétait un petit peu Ferrari parce qu'on entendait Mattia Binotto dire bon, j'espère que ça va se calmer parce que je vois pas comment ils vont tenir leur budget cap en apportant autant d'évolution. Bon, à Barcelone, effectivement, Ferrari a apporté en quantité un petit peu plus d'évolution. Donc, on a vu qu'ils ont apporté un nouveau fond plat. Ils ont essayé de tenter de réduire un peu le phénomène de porpoising qui les handicapait pas autant que Mercedes, mais qui les handicape toujours. Voilà. Pas autant que Mercedes parce qu'en fait, contrairement à d'autres équipes comme Mercedes, ils ont vraiment beaucoup de porpoising en ligne droite, mais quand ils tapent les freins, ça les handicape pas autant que Mercedes. Ça fait toujours perdre un petit peu de temps parce que tu es un peu moins confiant sur les freins, donc tu perds toujours quelques centièmes, mais c'était pas aussi handicapant. Malgré tout, si tu peux t'en passer, ne serait-ce que pour le confort du pilote, c'est un gain non négligeable. À l'entrée des tunnels, à côté de l'entrée des pontons, en dessous, l'entrée des tunnels a été modifiée. On voit le dernier déflecteur qui est plus long et plus haut que l'ancien. Et puis, ils ont apporté un aileron arrière. Mais alors ça, c'est pas du développement, on va dire, de la monoplace. C'est vraiment spécifique au circuit. Un aileron arrière plus chargé pour Barcelone et pour Monaco. Malgré tout, Red Bull, qui avait apporté des évolutions significatives lors des derniers Grands Prix, n'est pas resté sans rien faire pour Barcelone. Ils ont apporté une petite modification au niveau du fond plat, mais comme on sait que c'est une zone qui est quand même assez sensible, c'est pas négligeable. Et puis, alors un aileron avant, mais ça c'est plus spécifique au circuit. Et puis, alors ce qui n'est pas forcément notifié par les équipes, etc., c'est que tu as toujours des gains de masse et qui sont non négligeables à ce stade de la saison, puisqu'ils sont pratiquement tous au-dessus de la masse. De la masse minimale, et donc du coup ils ont encore fait quelques gains de masse. Donc du coup Ferrari qui a été assez conservatrice jusque-là pour essayer à la fois de gérer leur budget mais aussi d'apporter des évolutions réfléchies et maîtrisées. Ils ont rattrapé un peu de leur retard et ça s'est senti sur les performances. Voilà où est-ce qu'on en est à peu près. Alors, effectivement, c'est une des équipes qui a apporté le plus d'évolution, nouvel aileron avant. Ils avaient des problèmes de frein qui les avaient beaucoup handicapés, on se souvient, lors des essais pré-saison à Bahreïn. Du coup, ça les avait fait faire des compromis en termes de frein, mais aussi, du coup, avec les suspensions à côté, l'aéro. Ils ont apporté donc des nouveaux freins, des suspensions qui étaient adaptées. Ils ont changé leur ponton. C'était assez visible là, la bosse supplémentaire sur le flanc latéral. Ils ont aussi également changé leur soubassement et l'aileron arrière comme les autres équipes. Là, c'est plus spécifique au circuit. Donc, c'est une des équipes qui a apporté le plus d'évolution. C'est vrai qu'en termes de résultats, c'est pas flagrant, mais pour beaucoup d'équipes, quand on apporte comme ça une évolution, on l'a vu pour Ferrari, où le vendredi sur les longs runs, c'était pas immédiat. L'équilibre de la voiture change.
la charge qui est générée n'est pas la même, donc c'est pas forcément la même proportion à l'avant, à l'arrière. Il faut trouver les nouveaux réglages et surtout, il faut arriver à mettre ces pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Et on le sait avec l'expérience du passé, la charge aérodynamique a une influence majeure sur les températures de pneus, puisqu'il y a la température interne, la température de la carcasse, qui influe ensuite sur la température de surface. Donc tout ça, c'est comme un gros puzzle, un gros Rubik's Cube à résoudre. Et donc du coup, dès que tu changes un petit détail, tu as tout à réadapter. Donc peut-être, c'est pratiquement sûr que voilà, s'ils apportent ces nouvelles pièces, c'est qu'ils jugent qu'il y a plus de performance avec ces nouvelles pièces. Maintenant, ils n'ont pas forcément trouvé les bons réglages pour optimiser tout le reste. Et le deuxième paramètre qu'il faut quand même tenir en compte, c'est que Lando Norris était malade tout le week-end. Voilà, ça influe quand même, sachant que ces derniers temps, c'est quand même lui qui tire l'équipe. À voir sur les prochains Grands Prix quelle influence ça avait. On peut séparer deux choses. C'est ce qui est intrinsèque à la voiture. On va par exemple sur les 5 premiers Grands Prix, Red Bull, on pouvait dire surtout Verstappen, il se plaint plus de l'équilibre sur un tour en qualif et il se sent beaucoup mieux en course. Après, sur ce Grand Prix vraiment spécifiquement, il y avait vraiment moyen d'avoir un réglage plutôt orienté qualif et un réglage plutôt orienté course. Donc ça, indépendamment des caractéristiques de la voiture. Donc, est-ce que pour cette course, c'était vraiment un choix ? Un exemple à part, c'est que Mercedes, au bout de la course, ils se sont rendus compte qu'en fait, le réglage ils avaient vraiment 2 réglages différents là pour le coup. Russell, c'était plus orienté qualif. Hamilton, c'était plus orienté course. C'était pas forcément intentionnel, mais c'est ce que ça a donné au final. Donc voilà, est-ce que c'était intentionnel ou pas ? Pareil, eux, ils ont plus de détails que nous, mais je pense qu'on le verra avec les prochaines courses. Ouais, mais je pense que c'est typiquement l'exemple de l'équipe qui fait pas de bruit, mais qui travaille méthodiquement et qui, un peu comme Ferrari, en fait, elle est un peu polyvalente, cette Alfa Romeo, et puis surtout, elle a l'air d'être utilisable. Il n'y a pas de gros défauts. Enfin, elle est polyvalente et ils maîtrisent vraiment ce qu'ils font. Et donc, du coup, la masse, apparemment, c'était une des équipes qui était déjà très basse. Et ils apportent des évolutions qui marchent. Là, on l'a vu avec Zhou un petit peu plus de mal par rapport à Bottas, mais on l'a vu avec les qualifs et la course de Bottas, même si au niveau stratégie, c'était peut-être sous-optimal. Mais les pièces qu'ils ont apportées, nouvel aileron avant, nouveau sous-bassement, nouveau capot moteur, nouvel aileron arrière, ça a l'air de leur donner satisfaction. Donc ouais, ça a l'air de marcher pour eux. Et voilà, comme je te dis, ça ressemble un peu à Ferrari. Ils ont l'air ce qu'ils font, ils le maîtrisent. Pas forcément en retrait, ça dépend de la manière dont ils vont gérer leur budget et la manière dont chaque équipe a son calendrier pour apporter des développements. As, on l'a vu en qualif, c'est pas nécessairement parce que tu n'apportes pas de développement que tu n'as pas de perfo. Si avec la base que tu as, tu t'estimes que tu n'as pas encore optimisé tes réglages et qu'en travaillant sur les réglages, tu as du potentiel à aller chercher. On se souvient d'une année justement avec As où en fait, ils apportaient des évolutions, mais un peu en aveugle. Et à un moment, c'est Romain Grosjean qui leur a dit « mais revenez à la voiture du début de saison parce que là, moi, je suis sûr qu'en fait, ce que vous apportez, ça ne marche pas. » Et si tu restes, pourtant, voilà, moi j'ai plutôt le feedback ingénieur, si tu restes avec ton feedback ingénieur, mais moi l'ordi il me dit que c'est mieux, mais que le pilote te dit ouais, non mais ça marche pas, donc voilà, c'est pas forcément apporter des nouvelles pièces à tout va qui fait que tu vas forcément progresser. Et si tu estimes qu'il vaut mieux attendre un peu et que tu as du potentiel à aller chercher en optimisant les réglages, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Merci beaucoup F1 Whisperer pour toute son expertise et tout ce qu'il a pu apporter notamment sur le débat et notamment aussi également sur ce décryptage. Je tiens à le dire les amis, c'est très rapide, c'est de la fierté mal placée, ce n'est absolument pas de la prétention, mais je suis très content que dans les pistonnets on donne la parole comme ça à des personnes qui sont archi compétentes, qui nous apportent en tout cas sur des sujets qu'on maîtrise peut-être un petit peu moins. On a eu Guillaume Nedelec qui nous a fait une masterclass il y a 15 jours dans le décryptage. Ouais. Franchement c'était extraordinaire et là aujourd'hui avec F1 Whisperer on passe encore un step. Il
il était venu discuter avec nous justement lors de la preview, parler des essais, parler des concepts 2022, etc. Ce type est passionnant et je vous invite d'ailleurs à le retrouver sur Twitter, The F1 Whisperer, pour suivre bien sûr tous ces décryptages et également forcément sur le blog de Jean-Louis Moncey, qu'on embrasse bien sûr Jean-Louis, et on ne désespère pas de le faire revenir aussi ici dans ce studio. Voilà les amis pour le décryptage. Tout de suite, on se quitte tranquillement avec un gentil quiz. Alors le quiz est un peu un quiz de salaud, il faut dire les mots pour cette journée. Je vous ai repris en fait des vieilles voitures, pas des vieilles voitures, c'est pas trop vieux comme voiture. Je vous ai repris des monoplaces et l'idée ça va être d'essayer, il y a souvent des écuries mythiques qui se cachent derrière ces livrets et l'idée ça va être d'essayer de retrouver quelles sont les écuries que l'on cherche. Saurez-vous retrouver l'écurie tout simplement. Je suis nul à ça. Sachant qu'il peut y avoir des faux amis. Voilà. Mais derrière il y a toujours une belle histoire à raconter, donc je me suis dit on va allier l'utile à l'agréable. On perd pas de temps, on commence par exemple avec cette première photo. De quelle écurie s'agit-il ? Benetton. Non. C'est écrit dessus, mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas Jaguar, c'est trop simple. On voit le pilote est Michele Alboreto. On est au début des années 80. Aucune idée. C'est pas Benetton, c'était Tyrrell. Mais Benetton était le sponsor de Tyrrell. Faux amis. C'est beaucoup trop Donc vieux, oui. voilà, c'était un petit peu. 1983, Michele Alboreto. Celle-ci, vous l'avez ou pas ? C'est 1997, celle-ci. J'aurais de dire Benetton aussi. Mais... C'est pas Benetton, c'est le 1007 qui t'induit en erreur. Cette voiture a été pilotée par Jarno Trulli. Je vais te dire Benetton. Mais bien avant qu'il arrive chez Benetton. Une écurie italienne. Minardi, tout à fait. Une livrée sacrément moche, il faut le dire. Ah oui. C'est Minardi, 1997. C'était un événement spécial ou... Non, ça a été toute la saison comme ça. Elle est très très chaude. Elle est abominable. Jaguar. Celle-ci, Jaguar, ouais. la Jaguar, en effet, vous l'avez. Alors, celle-là me fait marrer, plus pour le sponsor, vous allez voir. Je vous donne un indice. Alors, j'ai une histoire derrière tout ça, c'est pour ça que je vous l'ai mise. En fait, c'est un ancien pilote qui avait monté son écurie et qui a été sponsorisé par Durex. C'est un Britannique et la télévision britannique avait refusé de diffuser le Grand Prix à cause de ce sponsor. Pas BRM, non ? C'est pas BRM, mais tu brûles, on est dans la même période. À peu près. Cooper ? C'est pas Cooper non plus. C'est un pilote. Alors, c'est un pilote qui a été champion du monde, qui je crois qu'il a piloté pour BRM. Il me semble surtout qu'il a été champion du monde avec Ferrari. Je vérifie ça, mais Durex. Andretti. C'est pas Andretti, c'est un Britannique. Ah oui. Un certain John. Surtees. John Surtees, en effet. John Surtees, c'est 1976. Tout à fait. C'était donc l'écurie Surtees Durex, donc du coup, qui avait fait que le Grand Prix n'avait pas été retransmis à la télévision. Celle-ci, vous vous en souvenez, j'en suis sûr. Honda. Oui. Exactement. C'est Myers à main Dream. droite. 2-1 désormais. Alors, c'était une bonne idée sur le papier. Le problème, c'est que la voiture était tellement pourrie qu'on n'a jamais parlé de cette vu à la livrée. télé. Exactement. C'est devenu Mercedes. C'est devenu Mercedes. Justement, tiens. 1997. On est à Monaco. Putain, elle me dit quelque chose. Ah bah oui. Elle me dit quelque chose. Il y a un truc iconique sur cette voiture. Je rappelle, les deux pilotes, c'était Rubens Barrichello et Jan Magnussen, le père de Kevin J'ai envie de Magnussen. dire Stewart, mais c'est pas Et oui, ça. c'est Stewart. Et oui, mon ami, c'est Stewart. 3-1. Stewart qui a monté son écurie, tout comme Prost en 97, et qui avait repris, vous voyez, cette espèce de bannière de kilt sur fond blanc. dégueu, hein. Ça a son style, ça a son charme, ça a son particularisme en tout cas. La suivante, voiture mythique, puisqu'elle avait tout simplement 6 roues. C'est Tyrrell. Exactement, Tyrrell. Tu Tout à parles fait. plus fort peut-être Hamza. Hein T'as pas entendu? Non, j'avais pas entendu. Ah, ok. Bon, tu sais quoi, je lui donne le point, ça m'arrange. mais... Comme ça, on revient à 3-2. Non, je veux pas être gentil avec lui. Hein. Est-ce que vous vous souvenez de celle-ci? Beaucoup plus récent. La Super Agourie. Super Agourie, en effet, elle était aux mains de Franck Montagny. 4-2. La suivante. Ah là 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 là. Ah, ouais. Honda. Alors, c'était pas Honda à l'époque. C'était le moteur Supertech, me semble-t-il, en 99, mais je t'accorde le point, bien évidemment. BR. Supertech, qui était le moteur Renault qui n'était plus engagé. Aujourd'hui, on a fait pas une voiture aussi horrible. Alors, ils avaient été partis sur 2 livrées différentes, et la FIA avait refusé que les voitures aient 2 livrées différentes, puisque c'était British American Tobacco qui avait ces 2 marques-là, et du coup, ils avaient dû mélanger ces 2 livrées, c'était absolument dégueulasse. Une autre livrée qui était bien dégueu, mais une écurie franchement mythique, qui a bercé notre enfance.
On est en 1994. Non, je l'ai pas. Bah, c'est pas Benetton, ça? Alors, c'est pas Benetton. Ouais, j'arrête Il y a un mille fois. sponsor très intéressant qui peut vous donner une idée. Discover Ireland. Qui a pu être patron d'écurie et irlandais en même temps? Il n'y en a pas eu beaucoup, je vous le dis. Irlandais? Ouais, En irlandais. Irlandais, il y a Irvine, mais Irvine, non? pilote à l'époque. Irvine était pilote à Ça, l'époque. dedans, c'est. Mais c'est Ferrari? Non, c'est pas Ferrari. 1994. Cette voiture est iconique Attends, parce c'est Irvine que qui est dedans. il y a Irvine et il y a Rubens Barrichello. Et là, le casque, c'est pas celui de Mika Salo? Non, je pense pas en tout cas. Ça doit être Irvine, je pense. Moi, je l'ai pas, écoute. Vous l'avez pas? Non. Vous vous rappelez pas du crash de Barrichello en 94 à Imola? C'était chez Jordan. C'est Jordan, ça? Jordan, ouais. C'était les livrets avant qu'il passe au jaune. C'était absolument, Ah ouais. absolument immonde. Un faux ami. 98. Jean Alési dans la voiture. Jean Alési, 98, moteur Ferrari. On peut même dire que le dessin était de Ferrari. Il y avait des liens entre ces deux C'est écuries. ultra perturbant, le Petronas Bah et oui. le Red Bull partout. en fait. Petronas et Red Bull à côté, C'est c'est pour Sauber. ça que c'est Sauber, tout à fait, qui était sponsorisé et par Petronas et par Red Bull, tu vois un petit peu avec le temps. Sauber Petronas. Allez, la suivante, juste pour se faire plaisir, voiture mythique là pour le coup les gars, 1984 Monaco, puisque Monaco arrive dans quelques jours. McLaren L'autre, là. Non. C'est l'ancêtre de Benetton, me semble-t-il. Ton pote, là. C'est Senna qui est dans la Mais voiture. oui, mais Ah oui, mais je n'ai pas le nom de l'écurie. Attends. Vous voulez la première Oui, il lettre fait son résultat. De dingue, où il doit gagner, la course est arrêtée, Donne la victoire. La première lettre, vous voulez la première lettre, c'est un T, la première lettre. Pas Tyrrell. Non, c'est pas Tyrrell. Toleman. C'est ça. Exactement. Putain. Exactement. Et puis le dernier, juste pour se faire plaisir, sans doute la voiture la plus pourrie de l'histoire de la Formule 1. Hispania Racing Team. Ah oui, non, Il est là. Hispania, ouais. Il est là, exactement, 2011. Avec cette livrée, regarde, quand tu regardes la police de la livrée, on croirait, tu sais, un peu dans l'habillage en tout cas, on croirait un peu, tu sais, les modèles qu'on nous avait montrés pour Y a rien qui 2022. Tu sais, avec le rouge, le noir, le drapeau à damier et tout, c'est dégueulasse. Ouais. C'est immonde. Yuji Kartikeyan, Ouais, le line-up. Yuji Kartikeyan qui était venu avec l'énorme sponsor Tata. Voilà les amis, c'était le petit quiz très tranquille. Il était dur. C'est vrai, il était dur, mais c'était juste pour se remémorer comme ça des voitures qu'on avait complètement oubliées. Juste avant de se quitter, je vous donne les rendez-vous de la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, la Formule 1 fait étape à Monaco. Dispositif exceptionnel. Winamax, dimanche 14h, on aura rendez-vous avec Brice et le retour d'Antoine. Le pit stop, bien sûr, sur l'émission Pole Position. On enchaînera à 15h avec un live autour du Grand Prix. On sera avec Brice pour vous faire vivre ce Grand Prix. Ne vous attendez pas du Julien Febvreau, Jacques Villeneuve. On partira sur quelque chose de complètement On n'est pas différent. Aston Martin, on copie pas. Et on n'a pas les droits en plus. Donc voilà, ça sera tout à fait différent. Mais venez passer un moment très sympa. Et puis les traditionnels rendez-vous, le lundi, le mercredi, le débrief, le magazine. Bref, on attend de votre part un petit peu de force. Non, je rigole, on va pas quémander. On vous souhaite surtout une très très belle semaine. Et on a déjà hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine. Merci Brice, merci Hamza. On a hâte Plaisir. d'être à Monaco.